Je suis Stacy Ellis, 28 ans, et ma famille m'a toujours traité comme une ombre. Mon frère, l'enfant d'or, avocat à succès, ne pouvait rien faire de mal. Et moi, j'ai mis tout mon cœur à maintenir la famille unie, sacrifiant mes propres rêves, essayant toujours de les rendre fiers. Mais pour eux, cela n'a jamais suffi. Ils souriaient à mon frère, lui tapotaient le dos avec fierté, tandis que je ne recevais que des regards froids et des paroles plus acerbes. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui » disaient-ils, leur voix me transperçant comme des lames. J'ai tout avalé, je suis restée silencieuse, croyant qu'un jour il me verrait enfin. Puis le mariage de mon frère s'est approché. On m'a confié la responsabilité de tout rendre parfait, de gérer chaque détail, de m'assurer que rien ne tournait mal. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, cette fois il me remarquerait. Mais je me trompais. La veille du grand jour, nous nous sommes assis autour de la table du dîner. Mon frère a exigé des groupes de musique plus extravagants, des fleurs importées, des choses que je ne pouvais tout simplement pas fournir. J'ai dit non. Et c'est là que mes parents ont craqué. Leurs paroles ont frappé comme un coup que je n'ai jamais vu venir. Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparais de cette famille pour toujours. La pièce devint silencieuse. Ma poitrine se serra, mais je n'ai pas supplié. Je me suis levée, j'ai pris mes clés et je suis sortie. La porte s'est fermée derrière moi comme un point final. Le jour du mariage est arrivé. Tout semblait parfait jusqu'à ce que tout s'effondre en un clin d'œil. Si c'était toi, resterais-tu pour en être témoin ou partirais-tu pour toujours? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais connaître votre réponse. Des années plus tôt, j'étais une spécialiste du marketing indépendante avec de grands rêves. Je venais de décrocher un contrat avec une grande chaîne de supermarchés, $40 000 pour revoir leur campagne publicitaire régionale. C'était mon ticket pour l'indépendance, une chance de faire mon nom dans une industrie impitoyable. Mais ensuite, l'épicerie de ma famille aériée, en Pennsylvanie, a touché le fond. Les factures s'empilaient, les fournisseurs ont arrêté d'appeler, et mes parents se noyaient dans les dettes. La voix de ma mère s'est brisée au téléphone, me suppliant de l'aider. Mon père, d'habitude stoïque, a admis qu'il pourrait tout perdre. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors, j'ai renoncé au contrat. J'ai appelé le représentant des supermarchés, annulé l'accord et mis toute mon énergie à sauver notre magasin. J'ai créé une campagne de marketing à partir de zéro, des publicités à la radio locale, des prospectus dans chaque boîte aux lettres, même de premiers posts sur les réseaux sociaux sur des plateformes rudimentaires. J'ai négocié avec les fournisseurs, charmé les clients et réduit les coûts. En quelques mois, le flux de clients a doublé. Le chiffre d'affaires du magasin a augmenté et nous avons remboursé les pires dettes. Je travaillais la nuit à peaufiner les slogans, à concevoir des affiches, croyant que cela finirait par leur faire comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Ma mère, Joyce Reid, et mon père, Jeffrey Reid, ont convoqué une réunion de famille un soir. Je m'attendais à de la gratitude, peut-être un signe de reconnaissance pour nous avoir tirés d'affaire. Au lieu de cela, ils ont confié les rênes du magasin à mon frère, Brent Ellis. C'est un avocat, a dit ma mère, les yeux brillants de fierté. Il a la tête pour ça. Brent, qui n'avait pas levé le petit doigt et avait passé ses mois à son cabinet d'avocat, était maintenant en charge. Mon père a hoché la tête, évitant mon regard. C'est pour le mieux, a-t-il dit. Je suis restée là, abasourdie, ma poitrine serrée. Brent a souri, ajustant sa cravate, planifiant déjà des changements à ma campagne. Tu t'en es bien sortie, Stacy, a-t-il dit, son ton plein de condescendance. Bien, j'avais sauvé leur héritage. J'avais sacrifié mon avenir. Mais pour eux, j'étais juste la remplaçante, celle qui comblait les lacunes. Ma mère continuait de louer la vision de Brent comme si mon travail n'était rien. Mon père ne levait même pas les yeux de son café. Je voulais crier pour exiger qu'il reconnaisse ce que j'avais fait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai avalé la douleur, forcé un sourire et continué. Les nuits tardives au magasin, je réorganisais les étagères, mettais à jour les publicités, tout pour rester utile. Je me disais qu'il le remarquerait un jour.
Si je travaillais plus dur, si je me prouvais davantage, il verrait ma valeur. Peut-être qu'à un dîner de famille, ma mère dirait enfin, tu nous as sauvés. Peut-être que mon père me tapoterait l'épaule, pas celle de Brent. Nathan Todd, mon meilleur ami depuis l'université, voyait clair. Nous nous retrouvions dans un restaurant et il secouait la tête à mes histoires. Ils sont aveugles, Stacy, a-t-il dit un soir, sirotant son café. Tu te tues à la tâche pour des gens qui ne s'en soucient pas. J'ai balayé ça, mais ces mots sont restés. Je ne pouvais pas arrêter d'espérer, je ne pouvais pas abandonner, essayant de gagner leur respect. Alors, je suis resté, me dévouant à leur monde, croyant qu'un jour ils m'apprécieraient. Le magasin prospérait grâce à ma campagne. Les clients remplissaient les allées. Les caisses enregistreuses bourdonnaient et les fournisseurs revenaient. Mais chaque fois que j'entrais, je voyais le nom de Brent sur la porte du bureau du gérant. Mes parents l'appelaient pour discuter de stratégie pendant que je restais à réapprovisionner les étagères. Bon travail, a dit ma mère une fois, distraite, comme si j'avais nettoyé un sol, pas sauvé leur entreprise. Brent arrivait en souplesse, lançant des idées que j'avais déjà mises en œuvre, et il hochait la tête comme s'il les avait inventées. J'attendais un merci, un vrai. Je pensais encore et encore, peut-être la prochaine fois. Peut-être que si j'en faisais plus, il me verrait comme plus que l'enfant cadet. Alors j'ai continué, ignorant la douleur dans ma poitrine, espérant le jour où il dirait enfin que j'étais suffisante. Quelques mois plus tard, j'étais à fond dans la planification du mariage de mon frère. Brent allait épouser Lindsay Newman, sa fiancée, et mes parents m'ont donné les rênes pour que cela se produise. Ils n'ont pas demandé si j'avais le temps ou l'argent, ils s'attendaient juste à ce que je livre. J'étais devenue freelance en marketing, je me débrouillais, mais j'ai puisé dans mes économies, $10 000 pour couvrir les acomptes des fournisseurs, du lieu, de tout. Je voulais que ce soit parfait, pas pour Brent, mais pour prouver que je pouvais faire quelque chose qu'il valoriserait. J'ai passé des semaines à appeler des traiteurs, des fleuristes, des photographes pour fixer chaque détail. J'ai choisi un menu, poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, salade d'été pour correspondre au budget. J'ai rencontré des fournisseurs aériens, marchandé pour réduire les coûts, revérifier les contrats pour éviter les erreurs. Mais Brent avait d'autres idées. Il ne voulait pas juste un mariage. Il voulait un spectacle. Prenez un quatuor à cordes de Pittsburgh, a-t-il exigé un matin au petit déjeuner, en feuilletant son téléphone. Et ces orchidées rares d'outre-mer, Lindsay les a vues dans un magazine. J'ai expliqué que le budget était serré, que mes économies étaient déjà à bout de souffle. Il a levé les yeux au ciel. Tu coupes toujours les coins ronds, Stacy. Fais en sorte que ça arrive. Ma mère, Joyce, s'est jointe, sirotant son café. Il a raison. C'est sa journée. Ne la gâche pas. Mon père, Jeffrey, a simplement hoché la tête, feuilletant son journal. Leurs paroles m'ont blessé, mais j'ai continué, pensant qu'un mariage impeccable finirait par me valoir leur respect. J'ai travaillé tard dans la nuit, envoyant des courriels aux fournisseurs, ajustant les plans. J'ai trouvé un groupe local prêt à jouer pour moins cher, j'ai réservé des roses standards au lieu de fleurs importées. Chaque choix était calculé pour équilibrer les exigences de Brent avec la réalité. Mais il n'arrêtait pas de pousser. Un après-midi, il a appelé, insistant pour un DJ célèbre de Cleveland. C'est seulement quelques milliers de dollars de plus, a-t-il dit comme si de rien n'était. Je lui ai rappelé que je finançais la moitié du mariage moi-même. Débrouille-toi, a-t-il claqué, raccrochant. Joyce a entendu et a secoué la tête. Pourquoi ne fais-tu pas simplement ce qu'il veut, a-t-elle dit. Jeffrey a levé les yeux, marmonnant, ne lui gâche pas ça. Je me suis senti ignorée, comme si mes efforts étaient invisibles. J'avais passé des heures à coordonner, à sacrifier mes propres projets pour faire fonctionner leur vision. Pourtant, à chaque étape, il critiquait. Lors d'un déjeuner de famille, Joyce a signalé une faute de frappe dans le brouillon d'invitation que je lui avais montré. Négligent, a-t-elle dit, la jetant. Brent a souri, ajoutant, typique de Stacy. J'ai eu envie de lui répondre pour leur dire combien je portais le poids, mais j'ai mordu ma langue. J'ai continué à peaufiner le plan de table, à confirmer les livraisons,
espérant qu'il verrait le travail derrière tout cela. Nathan a remarqué le tribut que cela prenait. Nous nous sommes rencontrés dans un café aérien un soir, et je me suis plainte des exigences infinies de Brent. Il veut maintenant une sculpture sur glace personnalisée, ai-je dit, épuisé. Nathan s'est penché en avant, sa voix ferme. Stacy, tu te plies en quatre pour des gens qui ne t'apprécient pas, défends-toi. J'ai haussé les épaules, en remuant mon café. Si je réussis ça, peut-être qu'ils me verront enfin. Il a secoué la tête, pas convaincu. Ils ne le feront pas. Tu vaux plus que leur approbation. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai continué, appelant le lieu tous les jours, m'assurant que les nappes étaient parfaites, que le gâteau était commandé. J'ai même payé un acompte supplémentaire pour sécuriser un générateur de secours au cas où. Mes économies diminuaient, mais je me disais que ça valait le coup. Si je pouvais offrir à Brent sa journée parfaite, peut-être que Joyce me sourirait enfin. Peut-être que Jeffrey dirait autre chose que « ne le gâche pas ». J'ai tout mis dans le mariage, croyant que c'était ma chance de briller. Les exigences de Brent continuaient d'augmenter. À un moment donné, il m'a envoyé par SMS un lien vers un service de traiteur de luxe, insistant pour des amuse-gueules de caviar. Je l'ai appelé, lui expliquant que cela dépasserait le budget. « Tu m'embarrasses », a-t-il dit, sa voix froide. Joyce a entendu quand j'ai visité la maison, et elle a soupiré. « Fais juste ce qu'il a demandé, Stacy. Ce n'est pas si difficile. » Jeffrey a hoché la tête, sans lever les yeux de sa télévision. Leur indifférence me brûlait, mais j'ai continué à travailler, ajustant les plans, espérant que le mariage changerait leur perception de moi. La veille du mariage, je me suis assise à la table de la salle à manger de notre famille aérienne, l'air épais de tension. Ma mère avait préparé son rôti habituel, mais personne ne mangeait. Brent s'est penché en arrière sur sa chaise, feuilletant son téléphone pendant que sa fiancée, Lindsay, picorait dans son assiette. Mon père sirotait son vin, levant à peine les yeux. J'avais passé des mois à planifier le mariage de Brent, y consacrant $10 000 de mes économies. Mais cette soirée semblait différente, comme si une tempête se préparait. Je me suis préparée, espérant une soirée tranquille. Brent a brisé le silence. « Stacy, nous devons améliorer le menu », a-t-il dit, sans lever les yeux. Ajoute des queues de homard et ce champagne vintage de la vallée de Napa. Oh, et engage ce photographe de Pittsburgh, celui qui a couvert le gala du gouverneur. Je l'ai regardé, ma fourchette figée. Des queues de homard, du champagne à $500 la bouteille. Un photographe facturant $3 000 par jour. J'avais déjà étiré mes économies au maximum pour couvrir la moitié du coût du mariage. Brent, je ne peux pas, ai-je dit, gardant ma voix stable. J'ai déjà tout payé, le lieu, le groupe, les fleurs. Il n'y a plus d'argent. Il a ricané, jetant son téléphone sur la table. Tu es toujours si radine, Stacy. C'est mon mariage. Fais-le. Joyce a posé son verre avec force, ses yeux se plissèrent. Il a raison, a-t-elle dit. C'est une journée unique dans une vie. Pourquoi es-tu si égoïste? Jeffrey a levé les yeux, sa voix rauque. Ne gâche pas ça à ton frère. Ma poitrine s'est serrée, leurs mots me blessant plus profondément que je ne l'avais prévu. J'avais tout donné, mon temps, mon argent, mon énergie, et ils me voyaient toujours comme le problème. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dépensé $10 000 de mes propres économies. Le budget est dépassé. Le homard et un photographe célèbre ne sont pas possibles. Brent a levé les yeux, se penchant vers Lindsay. Tu vois, je t'avais dit qu'elle nous lésinerait. Lindsay est restée silencieuse, évitant mon regard. Joyce a croisé les bras, sa voix cinglante. Tu as toujours été comme ça, Stacy. Jamais à la hauteur quand ça compte. Jeffrey a hoché la tête, ajoutant, Brent mérite mieux que ton effort à moitié. À moitié, j'avais travaillé la nuit, marchandé avec les fournisseurs, rendu leur mariage de rêve possible. Mais pour eux, c'était rien. J'ai riposté, ma voix montant. J'ai payé la moitié de ce mariage. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Je ne peux pas continuer à y mettre l'argent que je n'ai pas. Brent a souri,
secouant la tête. Alors peut-être que tu ne devrais pas être impliqué du tout, a-t-il dit. Joyce s'est penchée en avant, ses yeux froids. Tu sais quoi, Stacy? Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparais de cette famille pour toujours. La pièce est devenue silencieuse. Jeffrey n'a pas sourcillé, a simplement regardé son assiette. Lindsay s'est agitée inconfortablement, ne disant rien. Mon cœur battait la chamade, leurs mots résonnant comme une gifle. Disparaître. Après tout ce que j'avais fait, j'ai eu envie de crier pour énumérer chaque sacrifice que j'avais fait. Mais leur visage, le regard de Joyce, l'indifférence de Jeffrey. Le sourire suffisant de Brent me disait que ça ne servirait à rien. Il l'avait encore choisi lui. J'ai levé ma chaise, la faisant grincer sur le sol. Bien, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Si c'est ce que vous voulez. J'ai attrapé mon sac, mes clés tintant dans ma main. Joyce m'a appelé en partant. Ne fais pas de scène, Stacy. Mais j'avais fini d'écouter. Je suis sortie par la porte, la claquant derrière moi. Le son, net et définitif. Dehors, l'air froid et sinistre m'a frappé le visage. Mais je sentais un feu à l'intérieur. Je leur avais tout donné, mes économies, mon temps, mon espoir, et ils me l'avaient jeté au visage. Assise dans ma voiture, j'ai serré le volant, mon esprit s'emballait. Ils voulaient que je parte. Très bien. Mais je n'allais pas m'effacer discrètement. J'avais passé des mois à organiser leur journée parfaite pour qu'on me dise que j'étais le problème. Fini. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire ensuite. Mais une chose était claire. J'avais fini d'être leur paillasson. J'ai démarré le moteur. Ma résolution se durcissait. Demain, ils verraient ce qui se passe quand j'arrêterai de porter leur fardeau. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec leurs paroles encore brûlant dans mes oreilles. Je me suis assise sur mon lit, fixant mon téléphone, mon application de compte d'épargne ouverte. 10 000 $, tout mon pécule, était lié aux acomptes du mariage de Brent. Traiteur, fleuriste, groupe, tout payé de ma poche pour rendre leur journée parfaite. Mais après le dîner de la veille, leur demande de disparaître pour toujours a tout changé. Je n'allais plus les laisser me marcher dessus. J'ai commencé à appeler les fournisseurs. D'abord, le traiteur. Annuler la commande, ai-je dit, ma voix stable. Je récupère la compte. La femme à l'autre bout du fil a hésité, demandant des pénalités, mais je m'en fichais. Ensuite, le fleuriste. Pas de rose, pas de centre de table, lui ai-je dit. Rembourser mon paiement. Le groupe était le dernier. Ils avaient déjà encaissé mon chèque, mais j'ai exigé un rétrofacturation. À midi, j'avais récupéré la majeure partie de mes 10 000 $, laissant le mariage dénudé. Pas de fleurs, pas de musique, pas de nourriture. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement de la résolution. Ils voulaient que je parte. Je leur donnerais un mariage qu'ils n'oublieraient jamais. L'après-midi, le chaos a éclaté sur le lieu de la réception. Les invités sont arrivés sur des tables vides. Pas de groupe qui jouait, pas de bouquet en vue. Lindsay, la fiancée de Brent, se tenait dans sa robe, stupéfaite alors que les parents chuchotaient dans la confusion. Brent, le visage rouge, a crié sur le personnel du lieu qui n'avait aucune réponse. Joyce m'a appelé, sa voix stridente à travers ma messagerie vocale. Stacy, qu'as-tu fait? Tu as tout gâché. Jeffrey a également laissé un message, son ton froid. Tu es une honte pour cette famille. Je n'ai pas rappelé. Leurs accusations ne m'ont pas affecté. J'en avais entendu assez. Ce soir-là, Brent s'est rendu sur un forum en ligne, un panneau de messages local derrière bourdonnant de commérages. Ma sœur a saboté mon mariage. Il a posté ces mots, pleins de venin. Elle est jalouse, hargneuse et a ruiné le plus beau jour de ma vie. Il me peignait comme la méchante, prétendant que j'avais délibérément fait couler son grand moment. Les commentaires s'empilaient, certains de voisins que je connaissais depuis des années, me traitant d'égoïste, de dérangé. Joyce a ajouté son grain de sel, répondant au poste de Brent. Elle a toujours été source de problèmes. Jeffrey n'a pas posté, mais je savais qu'il était d'accord.
Leurs mensonges se sont répandus comme un incendie de forêt, tordant la vérité pour sauver la face. Je me suis assise dans mon appartement, lisant les posts, l'estomac noué. Une partie de moi voulait riposter pour exposer comment j'avais financé la moitié de leur mariage de rêve. Comment ils avaient exigé plus que ce que je pouvais donner. Mais à quoi bon? Ils n'admettraient jamais qu'ils avaient tort. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements à Asheville, en Caroline du Nord. J'y étais déjà allée une fois, j'avais aimé les montagnes calmes, le nouveau départ qu'elles promettaient. Erie ne contenait plus rien pour moi. Juste une famille qui me considérait comme jetable. J'ai appelé un agent immobilier pour me renseigner sur les locations. Quelque chose de petit, ai-je dit. Je recommence. Nathan est passé ce soir-là, le visage sombre. Il te salisse en ligne, a-t-il dit, me montrant le post de Brent sur son téléphone. Ça va? J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblent. J'en ai fini avec eux, lui ai-je dit. Il n'a pas insisté. Il s'est juste assis avec moi pendant que je rangeais quelques boîtes, des livres fermés, mon ordinateur portable. Tu es plus forte qu'il ne le pense, a-t-il dit avant de partir. Ces mots sont restés avec moi, une petite encre dans la tempête. Avant minuit, j'avais réservé un billet de bus aller simple pour Asheville pour la semaine suivante. L'effondrement du mariage était de leur faute. Ils m'avaient poussé trop loin. La messagerie vocale de Joyce a joué à nouveau dans ma tête, sa voix me blâmant pour leur embarrassement. Le ton froid de Jeffrey résonnait, me traitant de disgrâce. Le poste de Brent avec ses mensonges m'a le plus blessé. Mais je ne suis pas restée pour me battre contre leur récit. Je leur avais tout donné, mon argent, mon effort, mon espoir, et ils l'avaient jeté. Maintenant, je me choisissais moi-même. Des semaines après le chaos, je me tenais dans mon petit bureau à Erie, rangeant les dernières affaires. J'avais bâti une modeste entreprise de marketing indépendant au fil des ans, une activité secondaire qui me rapportait juste assez pour survivre. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce louée avec un bureau, un ordinateur et quelques dossiers clients. Mais c'était à moi. J'avais décidé de la vendre. Une agence locale m'a proposé 25 000 $ pour ma liste de clients et mes contrats. J'ai signé les papiers sans hésitation, le stylo stable dans ma main. Cet argent, plus les 10 000 $ que j'avais récupérés du mariage, était mon ticket de sortie. J'ai aussi passé un appel plus difficile. Pendant des années, je m'étais consacrée à l'épicerie de ma famille, d'abord avec la campagne de marketing qui l'avait sauvée, puis avec un investissement de 5 000 $ de mes économies pour la faire fonctionner. J'avais géré les stocks, négocié avec les fournisseurs, tenu la comptabilité. Mais après leur trahison, j'en avais fini. J'ai contacté la banque et j'ai retiré mon investissement, chaque centime. Je n'ai pas appelé Joyce ou Jeffrey pour les prévenir. Ils avaient fait leur choix quand ils m'avaient dit de disparaître. Sans mon argent et ma gestion, les fissures du magasin, celles que j'avais colmatées pendant des années, allaient s'élargir. À la fin du mois, j'étais dans un bus pour Asheville, en Caroline du Nord. Mes affaires rentraient dans 2 valises, des vêtements, un ordinateur portable, quelques livres. Les montagnes se dressaient à l'extérieur de la fenêtre, leurs promesses silencieuses me tirant vers l'avant. J'avais loué un petit appartement au centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste une chambre avec vue sur les pics Blue Ridge. La première nuit, je me suis assise sur le sol nu, mangeant des plats à emporter, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Erie était derrière moi. Joyce, Jeffrey, Brent et leur venin aussi. Le magasin familial n'a pas duré longtemps après mon départ. Nathan m'envoyait des mises à jour, ses messages francs. Les fournisseurs ont arrêté de livrer lorsque le paiement a stagné. Les clients ont diminué, rebutés par les étagères vides. Brent, qui avait reçu les rênes, a fait toutes les mauvaises décisions. Joyce a essayé d'intervenir, mais elle ne pouvait pas gérer la logistique que j'avais gérée. Jeffrey s'est simplement replié, blâmant tout le monde. En quelques semaines, le magasin a déclaré faillite, ses portes closes pour de bon. Nathan a écrit, il s'effondre sans toi. Je n'ai pas répondu. Leur échec n'était plus mon fardeau. À Asheville, j'ai recommencé.
J'ai pris des contrats de marketing indépendant, de petites missions pour des commerces locaux, créant des publicités pour des torréfacteurs de café et des boutiques. Le travail était régulier, mes compétences aiguisées par des années de débrouille. Je suis restée discrète au début, méfiante envers les nouveaux visages, mais la chaleur de la ville m'a attirée. Un matin, je me suis promenée dans une boulangerie du centre-ville, attirée par l'odeur du pain frais. Shirley Bennett, la propriétaire de la boulangerie, m'a accueillie avec un large sourire. Elle était dans la cinquantaine, son tablier saupoudré de farine, son rire assez fort pour remplir la pièce. « Vous avez l'air nouvelle ici », a-t-elle dit, me glissant un scone gratuit sur le comptoir. Nous avons commencé à parler. Je lui ai dit que je venais d'emménager, en omettant les détails compliqués. Shirley n'a pas fouillé, elle a juste partagé des histoires sur elle, comment elle avait lancé la boulangerie après un divorce, reconstruisant à partir de zéro. Il faut du courage pour recommencer, a-t-elle dit, ses yeux gentils. Elle m'a invité à une rencontre d'entrepreneurs locaux, me présentant des commerçants qui avaient besoin d'aide en marketing. J'ai décroché 2 clients cette semaine-là grâce à elle. Shirley est devenue une partie régulière de ma journée, café à sa boulangerie, discussion sur la vie, sa présence stable me ramenant sur terre. Je n'ai pas eu de nouvelles de Joyce ou de Jeffrey. Brent m'a envoyé un email furieux m'accusant d'avoir coulé l'entreprise familiale. « Tu es égoïste », a-t-il écrit, comme si je ne l'avais pas maintenu à flot pendant des années. Je l'ai supprimé sans répondre. Lindsay est restée silencieuse, probablement prise dans l'orbite de Brent. J'ai pensé aux mots de Nathan Derrier. « Tu es plus forte qu'il ne le pense. » Il avait raison. À Asheville, je n'étais pas l'ombre que j'avais été à Erie. Je construisais quelque chose de nouveau. Des clients, des relations, une vie qui me ressemblait. Un soir, Shirley m'a invité à sa boulangerie après les heures d'ouverture. Nous nous sommes assises avec des tasses de thé, l'odeur des brioches à la cannelle persistant. « Vous semblez différente », a-t-elle dit. Je me suis installée, j'ai hoché la tête, réalisant que je n'avais pas pensé à Erie depuis des jours. Pour la première fois, je me sentais allégée, comme si je pouvais respirer sans porter leurs attentes. Asheville était mon nouveau départ, et avec l'aide de Shirley, je trouvais ma place. Je ne me retournais pas. Des mois plus tard, Asheville était devenu mon sanctuaire. Mais les répercussions d'Erie se faisaient encore sentir. L'épicerie familiale, autrefois le cœur du monde de mes parents, avait disparu. Ses vitrines fermées, symbole de leur déclin. Joyce et Jeffrey faisaient face à une nouvelle réalité difficile. Leurs économies s'amenuisaient, les forçant à vendre leur maison et à déménager dans un petit appartement à la périphérie d'Erie. Les voisins qui les saluaient autrefois chaleureusement évitaient maintenant leur regard. Leur réputation ternie par l'effondrement du magasin. Brent n'allait pas mieux. Son charme, autrefois suffisant pour lui obtenir des faveurs, ne pouvait masquer sa mauvaise gestion. Il avait trouvé un emploi dans un magasin de bricolage, mais les clients murmuraient sur son rôle dans la chute de la famille. Son arrogance n'avait plus de poids. Lindsay, sa fiancée, s'est éloignée, leur fiançailles se dissolvant silencieusement dans le stress. La vie qu'ils avaient construite sur une gloire empruntée s'était écroulée. Je ne m'attardais pas sur leurs difficultés. Asheville était mon objectif, un endroit où je pouvais reconstruire sans leurs ombres. Mon entreprise de marketing indépendant prenait racine. J'avais obtenu des contrats avec 5 entreprises locales, une brasserie, une librairie, une galerie d'art, un café et un magasin d'équipements de randonnée. Mes journées étaient remplies à concevoir des logos, à écrire des textes publicitaires et à proposer des campagnes autour d'un café dans des cafés animés du centre-ville. Mon revenu tournait autour de 3 000 $ par mois, suffisant pour mon modeste appartement, les courses et des plaisirs occasionnels, comme un billet de concert ou une nouvelle paire de chaussures de randonnée. Chaque projet me donnait l'impression de poser une brique dans la fondation d'une vie que je me construisais. Nathan est resté une présence constante, même à des kilomètres de distance. Il appelait toutes les quelques semaines, sa voix chaleureuse à travers la ligne crépitante. « Erie n'est pas la même sans toi », a-t-il dit une fois, puis il a ri. « Mais tu assures là-bas. » Il m'envoyait des photos de son dernier projet de menuiserie, de petits cadeaux qui entretenaient notre amitié. Ces encouragements me rappelaient la force que j'avais oubliée.
Bien sûr, la propriétaire de la boulangerie était mon ancre à Asheville. Son magasin, avec ses tables en bois confortables et son odeur de pâtisserie fraîche, était l'endroit où je réfléchissais à des idées ou me détendais après de longues journées. Elle me glissait un muffin gratuit en disant, du carburant pour le travail acharné. Sa confiance en moi, simple, indéfectible, m'a aidé à me voir comme plus que la fille qui n'avait jamais été assez. Puis est arrivée la lettre de Joyce. Elle est arrivée un matin frais, son écriture tremblante sur l'enveloppe. Elle prétendait avoir été diagnostiquée avec une maladie grave, me suppliant de revenir à Erié pour l'aider, elle et Jeffrey, à reconstruire. Les mots étaient lourds de culpabilité, me dépeignant comme la clé de leur salut. J'ai lu 2 fois, mon estomac serré. Shirley, essuyant son comptoir, a vu mon visage et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai donné la lettre. Elle l'a parcourue, son front se plissant. Ça sent la manipulation, a-t-elle dit, la jetant. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Sa franchise a traversé mon doute. J'avais déjà vu les tactiques de Joyce, utiliser la pitié pour tirer les ficelles. Nathan, quand je l'ai appelé, a été d'accord. Elle essaie de te ramener, a-t-il dit. Ne tombe pas dans le panneau. Je ne suis pas tombée. J'ai écrit une réponse, courte et définitive. Je vous souhaite le meilleur, mais je ne reviens pas. Je l'ai posté et j'ai bloqué leur numéro. Les couper n'a pas été facile. Une partie de moi aspirait toujours à la famille que j'avais voulu qu'ils soient, mais je savais que rester attaché à leur chaos n'éroderait que la paix que j'avais trouvée. Shirley a hoché la tête quand je le lui ai dit, ses yeux fiers. Tu te choisis toi-même, a-t-elle dit, me versant du café. C'est la chose la plus difficile, la plus courageuse. Nathan a fait écho à ses paroles lors de son prochain appel, disant, tu es libre maintenant. Ne regarde pas en arrière. Leur soutien, constant et réel, m'a donné le courage de lâcher prise. À Asheville, je construisais plus qu'une carrière. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale, parcourant des sentiers comme Black Balsam Knob, où les montagnes s'étendaient sans fin et sauvages. J'ai recommencé à peindre, un passe-temps que j'avais abandonné à Erié, remplissant des carnets de croquis de paysages à l'aquarelle. Mon appartement est devenu une maison, des plantes sur le rebord de la fenêtre, un tapis d'un marché local, une étagère de livres que j'avais réellement le temps de lire. J'ai décroché un gros contrat avec un conseil régional du tourisme, une campagne de 6 mois qui a doublé mes revenus. Le travail était stimulant, mais chaque nuit passée à peaufiner les slogans me donnait l'impression de prouver ma valeur. Un soir, à la boulangerie de Shirley, je me suis assise avec elle et quelques habitués, riant des histoires des festivals excentriques d'Asheville. Un client est passé me remercier pour une campagne qui avait augmenté le trafic dans sa boutique. J'ai souri, ressentant une chaleur que je ne connaissais pas à Erié. La leçon s'imprimait, ma valeur n'était pas liée à ce que je faisais pour Joyce, Jeffrey ou Brent. Elle était dans la vie que je créais, les clients qui me faisaient confiance, les amis qui me soutenaient, les moments de calme où je me sentais entière. Asheville n'était pas seulement un nouveau départ. C'était là où j'apprenais à me tenir droite, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi.